Donc je continue sur ma lancée dans cette deuxième partie en vous disant que le mont Tropique, la fameuse montagne, qui est un vrai trésor pour le Maroc, suffirait, suffirait à équiper plus de 250 millions de voitures en électrique grâce aux tellures, le minerai, le semi-métal que contient le mont Tropique. Quelle conclusion faut-il tirer de ça? Avant tout, les Américains étaient au courant de cette richesse-là, qui sera la richesse de l'économie du XXIe siècle, de ce qui reste du XXIe siècle. Secondo, c'est pour cela qu'il y a eu aussi ce projet, ce méga projet du port de Dakhla, autour duquel il y aura beaucoup d'industries, une agglomération d'un certain nombre d'industries très très importantes, dirigées vers l'Afrique, mais dirigées également ailleurs, puisque Dakhla donne sur l'Atlantique. Les Espagnols, plus généralement les Européens, le cas de la France, c'est un peu, j'en parlerai dans une troisième vidéo. Les Européens, les Espagnols en premier lieu, voient un Maroc qui est en train de faire des pas géants vers son émergence. Et par ces temps très troubles, on ne voit pas tellement de pays qui émergent. Chaque fois qu'un pays émerge, on lui coupe la tête et les jambes, ou les jambes. Et donc, vous voyez bien que l'Espagne ne peut pas voir d'un bon œil cette émergence-là. Les Américains, eux, jouent la carte marocaine. Ce n'est pas pour les beaux yeux du Maroc que les Américains ont reconnu la marocanité du Sahara. Dans la politique, et surtout dans la diplomatie, le mot amitié n'a aucun sens. Dans la politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et donc, vous voyez que ce volontarisme marocain est fort d'une vision. Le Maroc a une vision. Et cette vision-là, elle est crédible, elle est intelligible. Les grands projets structurants du Maroc, personne ne peut en nier aujourd'hui, et l'utilité et l'utilité et surtout la nécessité. Pour qu'un pays émerge, il faut mettre en place toutes les infrastructures nécessaires. Alors, arrive l'affaire Brahim Ghali, qui est arrivée entre deux et qui a été fomentée en collaboration avec la Camarilla d'Alger, qui ne veut pas comprendre que le peuple algérien ne veut plus d'elle, mais qui continue, bien entendu, à chercher querelle au Maroc. Et comme ces bougres n'ont aucune inspiration ni géostratégique ni politique, et ça on le sait depuis très longtemps, ce sont des usurpateurs qui se remplissent les poches en rétrocommission. Et donc l'Espagne, qui a signé avec l'Algérie pour quelques années pour son approvisionnement en gaz, j'ouvre une parenthèse ici en disant que l'accord algéro-espagnol va se terminer en juin prochain. C'est pour cela que les Espagnols tiennent à leur gaz et ils ont
euh, ils ont fait abstraction de tous les liens qui les lient au Maroc depuis si longtemps et même les liens qui lient le Maroc à l'Europe au moyen du fameux statut avancé. Donc vous voyez bien un petit peu l'enjeu. On ne veut pas d'un Maroc fort, l'Espagne ne veut pas d'un Maroc fort, parce qu'elle sait que ce Maroc fort arrivera un jour à exiger ce qu'elle exige elle-même du Royaume-Uni concernant Gibraltar. À propos de Gibraltar, vous savez qu'on a parlé dernièrement, enfin les Marocains et les Britanniques ont parlé dernièrement d'une possibilité de liaison fixe entre le Maroc et Gibraltar. Ça serait vraiment le coup de grâce contre l'Espagne. Et l'Espagne n'en veut pas. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est que le Maroc, autour de Ceuta et Melilla, est en train de développer des contrées qui étaient naguère abandonnées et qui aujourd'hui voient des infrastructures, des routes, des zones industrielles, etc., arriver tout autour, au point que l'Espagne craint qu'un jour le Maroc puisse instaurer, accoler à Ceuta et à Melilla, des zones franches qui vont tuer les deux villes, puisqu'il n'y aura plus que des garnisons de soldats. Dans une prochaine partie, je parlerai des autres